moi, je suis Alma Gavazzi, je suis chef de projet culture chez Spark News. Et donc là, je vais vous présenter un petit peu le programme La cartographie des récits. Mais avant d'expliquer qui est Spark News et ce programme-là, c'est important de recontextualiser un petit peu et de montrer un peu les liens entre Spark News, le Shift Project et les shifters, parce qu'on est très connectés, on est très complémentaires à plusieurs endroits. Donc déjà, pour commencer, les nouveaux récits, c'est un premier point, parce que c'est au cœur de notre raison d'être. Et mais du coup, on a beaucoup travaillé avec Emma Stocking à l'époque, qui était chez Spark News avant de rejoindre le Shift Project. Et c'est notamment elle qui avait lancé La Fabrique des récits, le programme La Fabrique des récits, qui a porté la cartographie des récits. Et ça, c'était dès 2019. Donc, on cherche aussi à faire bouger les médias, les entreprises et les acteurs de la culture, notamment le spectacle vivant. Et on a un programme qui s'appelle Création Vivant, où justement, on travaille sur les enjeux récits vivants et spectacle vivant. Et on s'inscrit vraiment en complémentarité avec les travaux du Shift, notamment Décarbonons la culture, le rapport Décarbonons la culture. Et on a de nombreuses discussions, on échange beaucoup avec Samuel Valency, avec La poursuite du bleu aussi, au titre de son activité, on va dire, plutôt dans le théâtre. Et puis, on travaille beaucoup aussi avec l'audiovisuel et les jeux vidéo. On a un programme qui s'appelle L'écran d'après, où on s'inscrit aussi, si on a le temps d'en discuter un petit peu après, ce sera avec plaisir. On s'inscrit en complémentarité avec tout le travail qui est fait par l'Observatoire des imaginaires. Je crois que Charles est parmi nous aujourd'hui, qui est d'ailleurs devenu maintenant l'Observatoire de la fiction. Et Léonore, bien sûr, qui pilote en duo ce projet-là. Et puis, je pense aussi à Nouvelle Séquence qui a été lancée par Emma, donc 2 super projets initiés par des shifters et le Shift. Et on a aussi travaillé main dans la main avec une shifteuse que vous connaissez certainement, Muriel Rapi, qui nous avait rejoint à l'époque, rejoint l'équipe quand on a initié le projet La cartographie des récits, donc l'année dernière, et elle nous avait justement aidé, porter main forte sur ce projet-là, dont je vais vous parler un petit peu plus aujourd'hui. Et donc, hop, mais avant tout, essayer de définir un peu qui est Spark News, qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vous ai mis des citations avec lesquelles vous êtes certainement au clair et que vous connaissez très bien, mais ça va m'aider à amener un petit peu le contexte. Donc, celle-là, c'est une citation de 1972 qui est issue du rapport Meadows, qui est bien sûr visionnaire sur la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Denis et Donella nous disent que on sait parfaitement ce qu'on a à faire d'un point de vue très technique, opérationnel, rationnel, même si bien sûr le sujet il est complexe parce qu'il est systémique, mais notre culture, nos valeurs nous empêchent d'utiliser, de mettre en œuvre ce qu'on sait. Et donc ça, ce qui est fou, c'était il y a plus de 50 ans, on était déjà en fait au clair sur le fait que le sujet il est presque avant tout culturel. Et donc, petite précision, mais quand je vais utiliser le terme culture, c'est plutôt pour dire vraiment ce qui nous permet de faire société, ce qui nous permet d'agir, d'interagir, de penser ensemble. C'est pas forcément artistique dans le sens des pratiques artistiques, c'est bien, bien plus large. Et donc, la deuxième citation que je vous ai mise, c'est une citation plus courte et plus efficace, on va dire. Nous ne croyons pas ce que nous savons. C'est une citation de l'ingénieur et philosophe Jean-Pierre Dupuy. Bon, elle est très claire et on voit bien qu'en fait, toute la part de rationalité qui nous anime, en fait, elle ne suffit pas face aux enjeux auxquels on est confronté. Et puis, on voit bien qu'il y a plein de limites, à la fois académiques, on pense au rapport du GIEC, qui ont le mérite d'exister et qui aident vraiment à faire avancer les réflexions sur le sujet, et en même temps qui ne descendent pas suffisamment profondément dans notre société pour en changer les modèles. On a des limites technologiques, on pourra en rediscuter, mais les smart cities qu'on a conceptualisées, aujourd'hui, où est-ce qu'elles sont? On n'a pas trop de... c'est pas forcément là. Puis c'est encore le fameux récit dominant des technologies qui vont nous sauver, le récit technologique. Et puis on a les limites des approches réglementaires et techniques avec plein
je pense à la ZAN notamment, enfin voilà, qui peuvent être détournés de leur pensée d'origine et qui sont confrontés à leurs limites réglementaires. Et donc cette transformation culturelle, on sent bien qu'elle doit être avant tout profonde. Et c'est un peu nous, le pari qu'on a fait avec Spark News, à notre manière, de faire émerger des nouveaux récits dans la société. Alors aujourd'hui, le terme nouveau récit, il est souvent remis en question. Est-ce que c'est pas plutôt des récits alternatifs ou est-ce que c'est pas des anciens récits qu'il faut aller réinvestiguer? Voilà, sujet à débat, mais en tout cas, on se questionne autour des récits et on se propose de les faire émerger de toutes parts parce qu'il n'y a pas un récit alternatif, il y a plein de récits possibles et on ne sait pas lequel il est. Donc on a besoin de trouver un chemin pour aller jusque-là. Et donc pour faire émerger ce chemin et finalement aboutir à quoi? Un nouveau modèle de société qui respecte les limites planétaires d'une part, mais aussi qui propose une nouvelle forme de justice sociale, voilà, parce que les deux sont très liés, bien sûr. Et donc, pour pouvoir faire émerger ces nouveaux récits de toutes parts, nous, on a fait le choix de faire bouger des acteurs qui ont un fort effet de levier dans la société, qui ont un fort effet de levier pour faire advenir ces récits. Et ces acteurs-là, ils sont nombreux. Ça, c'est nous, c'est notre équipe. C'est pas très important, mais voilà. Hop. Donc, ils sont nombreux et il y en a 3. Enfin, en tout cas, nous, on en a identifié 3 et c'est les 3 sur lesquels on agit pour l'instant. Il y en a certainement d'autres. Et d'ailleurs, il y en a d'autres. Donc, les médias à travers l'information qu'ils délivrent, bien sûr, proposent certains récits. Les entreprises, à travers les business models qu'elles développent, peuvent proposer des récits alternatifs ou plutôt peuvent entretenir un récit dominant. Et puis, les acteurs culturels, art et culture, on va y venir progressivement. Et ça, on le fait à l'échelle internationale. On a des programmes Erasmus. On a pu coopérer de manière internationale, au niveau européen du moins, national aussi, et puis à l'échelle des territoires. Et c'est sur ça que je vais faire un petit focus qui va m'amener progressivement à la cartographie des récits, en vous parlant d'un programme qu'on mène justement avec les médias, qui s'appelle le programme Enquête de demain. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on œuvre à l'échelle des territoires en se proposant de faire émerger des nouveaux récits au travers tout simplement de toutes les initiatives qui sont déjà présentes, qui sont déjà en marche, qui ne sont pas juste des petites bonnes idées à droite à gauche, mais qui proposent vraiment des changements de paradigme possibles. Et donc, pour donner une dimension de récit à toutes ces initiatives, qu'elles émergent partout en France, qu'elles mobilisent, qu'elles touchent à la fois la mobilité, qu'elles touchent à la fois l'énergie, qu'elles touchent au logement, qu'elles touchent à l'alimentation, et qui portent en elles aussi des graines de nouvelles façons de faire société. Toutes ces initiatives-là, pour les faire émerger, on fait coopérer 52 titres de la presse quotidienne régionale pour mettre en valeur et mettre en lumière toutes ces initiatives qui existent. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait bosser ensemble 52 journaux, ce qui est déjà une première forme de coopération en soi. Et puis à 2 moments clés dans l'année, ça devient des sortes de caisses de résonance avec plein d'initiatives dans les territoires. On propose donc 2 éditions, des suppléments de 16 pages qui vont du coup mettre en valeur, mettre en exergue ces initiatives qui montrent que la transition, elle est bien en route. Et donc, si dans Enquête de demain, on propose des initiatives qui ne touchent pas que à l'artistique et au culturel, vous me voyez venir, on en a identifié quelques-unes. Et c'est par là que tout commence. Donc, on voit apparaître dans Enquête de demain, ponctuellement, des pratiques culturelles et artistiques qui sont complètement liées à la transition écologique et sociale des territoires. Et donc, finalement, il y a à la fois des sujets qui traitent de la biodive, des aspects techniques, et puis des initiatives qui montrent qu'il y a une intersection entre pratiques artistiques et culturelles et devenir d'un territoire. Et donc, pour illustrer un petit peu tout ça, j'ai pris 2 exemples. Le premier exemple, c'est Utopia. Et d'ailleurs, je crois que Amaury est de Toulouse, donc peut-être que tu nous diras, mais tu connais sûrement ce cinéma. Donc c'est une salle de cinéma écologique qui a été ouverte pas très loin de Troyes, dans une commune de 5000 habitants. Et donc le cinéma en tant que tel, il est totalement décarboné. Donc au niveau de son énergie, du chauffage, etc. Ça a été aussi designé par des artisans locaux.
Et puis de l'autre côté, on a une programmation qui va être beaucoup plus proche d'une programmation d'art et d'essai, qui va prendre un petit peu le contre-pied d'une programmation classique. Et en fait, c'est une initiative qui a été mise en place à l'initiative de la mairie, qui avait elle-même repéré un réseau de cinéma indépendant à Toulouse, justement, et qui a eu envie, le désir, l'énergie de les contacter et de les faire venir dans sa commune. Donc là, on a plutôt une initiative hyper intéressante qui dit d'une part on décarbone, donc de façon assez rationnelle et technique, on s'assure d'être respectueux du climat, du vivant, etc. Et puis de l'autre part, on fait attention aux récits qui sont portés dans la programmation et qui sont diffusés. Donc ça, c'est une première initiative intéressante. L'autre initiative sur laquelle je vais basculer, elle est très différente. Et là, on est un peu plus loin de la décarbonation et un peu plus proche des récits de transformation, justement, et de ce que l'art peut apporter. Donc, dans une de ces éditions EQDD, En quête de demain, on a fait un focus sur la démarche que un des masters de l'École nationale des arts décoratifs, des arts déco, a mis en place en mobilisant la compétence du design et en l'appliquant au monde rural. Donc en gros, l'école a fait bosser des étudiants sur des problématiques rencontrées dans des territoires ruraux en les plongeant dans ces territoires. L'idée, c'était pas de réfléchir depuis Paris, mais bien d'aller vivre avec les habitants sur un territoire et identifier grâce à cette expérience in situ, complètement dans le territoire, et en mobilisant leur savoir-faire qui est profondément artistique, c'est-à-dire trouver une solution d'usage grâce au design, identifier les problématiques du territoire et trouver des solutions. Et donc ces problématiques, ça pouvait être des problèmes liés à la mobilité, des problèmes liés à l'eau, des problèmes liés au vieillissement de la population, au conflit d'usage, etc. Donc ça a permis d'aboutir à des propositions hyper concrètes, comme par exemple utiliser des bus scolaires pour transporter les employés sur leur trajet quotidien, ou même des denrées alimentaires pour s'assurer qu'elles soient accessibles à tous. Là, c'est un peu un exemple de comment l'art et la culture peuvent être en fait des leviers pour trouver des solutions à des problématiques très concrètes. Et donc, c'est ça qu'on voit en fait progressivement, où grâce à tout ce travail qu'on a fait auprès des journalistes, des initiatives qui, à l'échelle des territoires, existent et mobilisent à la fois d'un côté réflexion, création, réflexion artistique, et puis participent quelque part à la transition, réfléchissent à la transition et proposent des façons de mener cette transition. Et nous, c'est sur ces constats-là, en fait, qu'on s'est dit, il y a des acteurs clés dans la société. Ce sont les créatifs, les créateurs, les artistes, les acteurs de toutes les disciplines possibles. Donc on pense à la fois aux scénaristes, aux designers, aux jeunes designers dans les écoles, mais aussi au spectacle vivant, à tout ce qui relève de l'art visuel, au théâtre. Et on a décidé, à travers un programme qui s'appelle la Fabrique des récits, donc, et avec l'aide de Emma, je le disais en introduction. Donc on a décidé de proposer, d'encapaciter les acteurs de la culture, les artistes, sur les sujets de transition écologique et sociale, parce que, et là ça c'était il y a 4 ans, donc tout le monde n'était pas forcément au clair, ou en tout cas armé, ou se sentait potentiellement seul face à ces enjeux-là. Donc ça a été vraiment la Fabrique des récits dans un premier temps, qui a d'ailleurs vu le jour avec le soutien de l'ADEME. Et donc, dans ce programme-là, l'objectif, c'était pas du tout de demander aux artistes de produire des œuvres dont le sujet était exclusivement lié à la transition. On n'était pas dans une logique de commande, mais bien de venir doter les artistes d'une lecture, d'une compréhension des enjeux, de les rendre conscients qu'ils ont un pouvoir pour faire émerger des récits au travers de leurs œuvres, de véhiculer des récits, voire de véhiculer des récits dominants, en tout cas de rendre ça conscient et de leur donner suffisamment d'éléments, justement de compréhension du monde, de l'environnement qui est en mouvement, pour qu'ils puissent concevoir, que ce soit de façon frontale ou plus subtile, des nouvelles représentations, ou interroger du moins la représentation des œuvres qu'ils portent. Et donc, le sujet, c'était bien de faire finalement de la contrainte une sorte de source augmentée de créativité et de faire évoluer les représentations. Ça, c'était vraiment le début de la Fabrique des récits. Et aujourd'hui, on entame un deuxième volet
Alors là, vous avez des images un petit peu, effectivement, de la fabrique. On a 2000 artistes en interdisciplinaire, on a un site internet, on avait une newsletter. Voilà. Et donc, on a un deuxième volet qui est finalement, après avoir inspiré les artistes, les auteurs, les créateurs, on a envie d'inspirer les collectivités engagées ou qui souhaitent s'engager dans la transition de leur territoire, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, elles étaient armées d'un point de vue technique, avec un ensemble technologique, réglementaire assez structuré. Je ne sais pas si vous avez connaissance de la plateforme Élus pour agir, qui est justement pilotée par l'ADEME et à l'initiative du ministère de la Transition, où on a plein d'outils de formation qui sont mis à disposition des élus. Mais cette dimension culturelle, elle n'est pas forcément palpable. Et donc, à travers la cartographie des récits, ce qu'on a voulu faire, finalement, c'est vraiment de venir les inspirer, faire appel aux leviers artistiques et culturels pour faciliter, d'une certaine manière, la transition de leur territoire. Et donc, c'est comme ça que la Fabrique des récits s'est retrouvée à éditer la cartographie des récits. Hop. Donc, on s'adresse à toute collectivité, élus, agents, chargés de mission, tout type d'acteurs des territoires, et on propose, à travers la cartographie des récits, qui est un outil numérique, une carte, quoi, je vais vous la montrer un peu plus en détail tout à l'heure, une sélection d'initiatives artistiques et culturelles pour justement inspirer les élus et leur montrer que voilà, il faut coopérer davantage, parce qu'il y a déjà des formes de coopération, mais coopérer davantage avec le monde artistique et culturel, parce qu'il peut permettre une transformation culturelle qui est très utile à la transition écologique. Donc, vous avez quelques infos. Effectivement, à date, on a 23 initiatives artistiques qui sont répertoriées. Je vais décrypter un petit peu les catégories et l'édition. Mais en tout cas, on l'a édité en février dernier. C'est un outil qui est quand même assez récent. Et pour le faire, on est allé chercher la contribution d'une trentaine d'organisations qu'on a sollicitées en amont et qui sont impliquées à la fois dans la culture et à la fois dans la transition des territoires. Donc, on est allé chercher des réseaux de collectivités, des collectifs d'artistes, les services déconcentrés du ministère de la Culture, des porteurs de programmes de recherche-action dans les territoires, des acteurs économiques, des fondations. En fait, on a fait une espèce de benchmark justement de toutes les initiatives artistiques qui participaient à des dynamiques de transition sur les territoires. Et je vais vous proposer, en fait, tout simplement, je vais arrêter mon partage et je vais vous partager la cartographie, l'outil en tant que tel. Est-ce que je peux partager cet onglet à la place? Voilà, j'espère que ça a fonctionné. Oui, ça a l'air de fonctionner. Hop, donc, j'ai oublié super. J'ai oublié de le préciser, mais tout est accessible en open source. Tant le site de la Fabrique des récits que le site de la cartographie des récits, les deux sont liés, vous le verrez dans la barre d'accueil au-dessus de l'écran. Et donc, hop, vous avez un petit peu le plaidoyer, vous avez plusieurs infos intéressantes, on pourra y revenir. Donc là, vous avez la cartographie des récits. Donc en fait, c'est une carte, hein, c'est un outil avec plusieurs filtres. Voilà, là, vous les avez tous. Voilà, vous pouvez zoomer, dézoomer. Et vous avez donc 4 types de filtres, 4 types d'accès. Donc d'une part, des filtres accès par région, des filtres accès géographiques en fait. Donc par région, vous avez toutes les régions qui sont référencées. On a essayé d'être le plus exhaustif possible, c'est-à-dire d'aller vraiment, pour notre première version de la cartographie des récits, d'aller chercher des initiatives sur chaque territoire. Et puis des types de territoires aussi. Vous avez donc littoral, montagnard, rural, urbain. C'est potentiellement pas les mêmes enjeux de transition aussi. Donc on trouvait ça intéressant d'avoir un panel un petit peu de territoires. Vous avez l'accès par mode d'action. Donc là, c'est un peu ce à quoi permet de répondre l'initiative en fait. Et c'est nous qui l'avons un petit peu identifié. Il y a peut-être d'autres modes d'action justement. Donc renouveler les imaginaires d'un territoire, sensibiliser et reconnecter l'humain à son environnement, et puis des initiatives qui permettent de transformer durablement des espaces de vie. Et puis enfin, vous avez un accès par discipline, donc art visuel, cinéma, littérature, spectacle vivant. Hop.
descendre un petit peu. Et donc, précision, mais en fait, lors de ce benchmark d'initiatives, donc aujourd'hui, on en a 23 qui sont référencés, mais en fait, on en a identifié 70 en tout. C'est juste que vous allez le voir, donc on a écrit des fiches initiatives. Où est-ce que je pourrais aller? Hop, sur le Sentier des Lauses. Allez, hop là. On a écrit des fiches qui sont accessibles par la carte. Tac, tac, tac. Je reviendrai un peu sur le contenu. Mais ça nous a demandé du temps parce qu'on a fait des entretiens avec les porteurs de projets, avec potentiellement un ou plusieurs acteurs qui ont gravité autour des initiatives. Et donc, voilà, on s'est rendu compte que pour l'instant, on pouvait se permettre d'éditer 23 initiatives, mais qu'en fait, on en a 50 autres en stock qu'on a pu identifier et qui n'attendent que d'avoir suffisamment de temps et donc de financement aussi disponible pour pouvoir mener ce travail-là. Et donc, les fiches initiatives, vous pouvez rebasculer au niveau des filtres ici si vous cliquez. Vous avez le filtre par région juste là. Vous avez une petite explication du sujet, quelques photos. Vous avez une fiche d'identité un peu classique, qui, quand, où. Et puis, ce qu'on appelle l'essentiel pour s'inspirer. Donc, la raison pour laquelle cette initiative est arrivée sur ce territoire-là, la façon dont elle s'est développée. Quelle a été potentiellement la gouvernance, quelles ont été les actions mises en place, l'impact aussi, quand on a pu l'évaluer, parce que quand on parle d'impact culturel, c'est toujours très compliqué. On pourra éventuellement discuter aussi après. Et puis, ce qu'on appelle l'extra pour se mettre en action, c'est-à-dire en fait, les défis auxquels l'initiative a permis de répondre ou éventuellement a permis de relever. Et puis, ce qu'on appelle le regard de la fabrique des récits, c'est un peu la marque de fabrique des récits, où on s'est amusé un petit peu sous la forme du récit, de se dire quel est le récit vers lequel cette initiative nous projette et quel est le récit qu'elle porte quelque part de manière plus ou moins consciente. Et évidemment, c'est notre vision. Il y a plein d'autres récits possibles et ça pourrait d'ailleurs être très amusant de voir si ça résonne. Il n'y a pas d'autres récits qui résonnent pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on s'est proposé de faire. Évidemment, le site accessible, le contact du porteur ou de la porteuse de projet, une version PDF si vous voulez télécharger pour lire le document, des documents, des éléments complémentaires qui peuvent venir potentiellement illustrer l'initiative. Et puis vous avez une série d'autres initiatives juste là. Hop, et je vais rebasculer sur l'autre onglet. Donc, pour pouvoir rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vais vous présenter 3 initiatives qui répondent aux 3 modes d'action qu'on a identifiés. Ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de concret sur le type d'initiative qu'on a pu référencer. Et donc la première, justement, elle s'appelle Une nuit pour une culture du risque inondation. Et elle permet de répondre au mode d'action, donc sensibiliser et reconnecter l'humain à son environnement. Et en fait, Une nuit, c'est une expérience immersive de sensibilisation au risque d'inondation. Alors, où est-ce que ça arrive? Ça arrive en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, une initiative peut exister sur plusieurs régions en même temps. Et elle est portée par un collectif d'artistes qui s'appelle la Folie Kilomètre, qui répond à un appel à projet. Alors déjà, c'est intéressant parce que un appel à projet, ça veut dire que au préalable, quelqu'un a pensé d'une part que l'appel à projet serait assez large pour pouvoir permettre qu'un collectif d'artistes réponde. Et surtout, je ne l'ai pas précisé, mais cet appel à projet, il existe dans le cadre du plan Rhône, qui est un grand plan justement de sensibilisation, enfin pas de sensibilisation nécessairement, mais en tout cas de gestion du risque d'inondation par le Rhône. Et donc, ça veut dire que quelqu'un s'est dit, je crée l'espace, en fait, pour qu'à un moment donné, il y ait une part de sensibilisation et de connexion entre les citoyens et ce grand plan qui est mis en place de manière assez technique. Et je crée un appel à projet qui est suffisamment large pour permettre à un collectif d'artistes d'y répondre. Ça, c'est un premier point assez intéressant. Et puis, la réponse de ce collectif, c'est donc de proposer une expérience ambitieuse qui va être répétée dans plusieurs villes, en proposant donc pendant toute une nuit de mobiliser 150 habitants dans un hangar, avec leur accord bien sûr, pour vivre une expérience immersive, un mix de fiction, de risque, de poésie,
avec voilà, de la musique, des interventions, des alliés parfois qui vont venir intervenir dans le rêve, ou en tout cas dans la création qui est proposée par ce collectif d'artistes. Des alliés, donc potentiellement des personnes de l'organisation, des personnes de la mairie, des personnes qui soignent, des personnes qui peuvent sauver. Et donc, on a différents corps sociaux qui se mêlent. On a une expérimentation de la coopération qui peut exister autour d'une expérience d'inondation. Et puis, il y a aussi une expérimentation, quelque part, de ce qui reste après l'inondation, puisqu'il y a aussi tout un travail qui est fait autour de la mémoire collective. Donc, de réfléchir à quelles sont les traces qui seront laissées, quelque part, par cette expérience immersive, par cette inondation, pardon. Et donc, c'est pas du tout un exercice d'inondation, de mobilisation, un exercice de sauvetage. On n'est pas du tout dans quelque chose de technique, mais on est vraiment dans quelque chose de très poétique qui permet quelque part, d'une part, de sensibiliser les habitants au risque, mais aussi de changer la perception des habitants du risque et d'aller dans la démarche de changer le rapport à l'acceptation de ce risque-là. Donc d'être plus dans la cohabitation avec le risque, plus que finalement de vivre comme si aucun risque ne pouvait arriver. Donc ça permet de changer un petit peu les perceptions. Deuxième initiative, renouveler les imaginaires d'un territoire. Cette fois-ci, c'est une initiative donc, qui se situe dans le Pays Loire-Beauce, au centre Val-de-Loire, et qui s'appelle L'être du pays. Et l'idée, donc renouveler les imaginaires d'un territoire, ça nous fait penser à la fois le passé, le présent et le futur d'un territoire, mais quand on parle d'imaginaire, on parle aussi de la géographie, des paysages, des activités d'un territoire. Et donc, avec l'être du pays, l'objectif, ça a été de récolter des paroles d'un territoire, vous allez voir comment, et de les transmettre de façon artistique pour créer des liens. Donc, tout ça, ça commence en 2012, donc il y a un moment. Et d'ailleurs, c'est un autre élément qui est intéressant, c'est que ces initiatives qui existent, en fait, elles ont une intériorité, elles ont des résultats, parce qu'elles ont cette intériorité, et que c'est parce qu'on s'inscrit dans le temps long qu'on peut vraiment venir identifier en fait ce qui a fonctionné et en quoi l'artistique et le culturel permet vraiment de venir tisser une culture commune de la transition et amplifier cette dynamique de transition sur un territoire et la faciliter. Donc, l'être du pays, on a une collectivité un petit peu nouvelle, le Pays Loire-Beauce, qui se constitue et qui est voilà, le résultat de plein de cantons qui sont un peu agglomérés de façon un peu arbitraire. Et elle s'interroge justement sur comment je vais venir recréer une identité sur mon territoire. Et pour ce faire, elle décide de faire appel à une compagnie de théâtre qui s'appelle les Fous du Bassan, qui, eux, ont l'idée de venir s'intéresser à 40 communes du territoire. Et donc là, encore une fois, c'est pas une petite expérience artistique dans son coin, mais voilà, on est vraiment sur une certaine ampleur. Et ils sont d'ailleurs soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural dans ce cas. Et ils demandent, donc ils s'intéressent à 40 communes sur ce territoire, et ils demandent aux habitants d'écrire des lettres, en leur demandant de se mettre à la place du non-humain. Et c'est intéressant parce que à la fois l'écriture de lettres, c'est voulu comme quelque chose d'assez accessible, une forme d'art assez accessible, on va dire, et en même temps, se mettre à la place du non-humain, ben voilà, on a tous, en fonction du territoire dont on vient, un endroit, on a un arbre, on a un lieu, on a potentiellement voilà, un souvenir qui nous touche et sur lequel on est capable de prendre la parole. Et grâce à ce procédé-là et tout le travail qui a été fait par les Fous du Bassan, parce que ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait sur plusieurs mois, ils ont pu récolter 400 lettres. Donc c'est assez énorme. Et donc, ils ont moissonné ces lettres et ensuite, ils les ont confiées à des artistes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, des artistes du théâtre, de la musique, de la danse, de marionnettes, enfin voilà, c'est assez large. Et ces artistes font une réponse à ces lettres. Donc, il y a des lettres au retour et ils s'installent un peu partout dans le territoire, notamment à travers des parcours découvertes qui sont dans les forêts, dans les champs, dans différents espaces en fait naturels du territoire. Et quelque part, ça permet donc ils rendent ces lettres aux habitants sous cette forme artistique et ça permet quelque part de nouer un dialogue entre les habitants, entre les espaces du territoire et avec les artistes.
Et en fait, ce qui est génial, c'est que Lettres du pays, c'est en 2012, mais en fait, il y a une suite grâce à ce premier travail, parce qu'en fait, ça s'est fait de manière un petit peu comme ça, c'était pas forcément prévu à la base, mais les agriculteurs se sont proposés, qu'ils soient des agriculteurs conventionnels ou bio, d'être les guides des habitants dans ces fameux parcours paysages. Et en fait, eux-mêmes ont été hyper touchés par les liens qui ont été créés avec les habitants dans un contexte un peu compliqué, justement en lien avec les problématiques bio, etc., enfin conventionnelles bio. Et donc, ils ont pu avoir quelque part un espèce de dialogue qui s'est créé entre agriculteurs avec les habitants. Et donc, ils ont dit, en fait, nous, on n'a pas envie que ça s'arrête, on veut continuer. Et donc, il y a une deuxième étape qui s'appelle Envolée des lettres du pays, donc en 2016, où en fait, on a la même dynamique qui se crée, sauf que cette fois-ci, les fous du bassin vont aller récolter des lettres qui ont été écrites par des agriculteurs et des agricultrices et leurs familles. Et donc là, c'est 108 lettres qui sont récoltées. Et de même, voilà, ils les proposent à des artistes qui vont les rendre sous la forme de 440 réponses. Donc là, on a de nouveau des parcours scénographiques, etc., qui sont créés. Et donc, ce qui est intéressant avec cette initiative, c'est qu'en fait, on a cette compagnie théâtrale qui est finalement identifiée comme faiseur de liens par le Pays Loire-Beauce, par les habitants, par les agriculteurs. Et avec ce procédé-là, il participe à créer de nouveaux espaces de dialogue et à renforcer le lien social et à proposer voilà, un nouveau regard sur la ruralité et à partager en fait des expériences dans des espaces de vie, voilà, partager des expériences humaines dans des espaces de vie partagés. Et puis maintenant, je vais passer à la troisième initiative, transformer durablement des espaces de vie. Donc ça, c'est le mode d'action qu'elle porte, enfin qu'on a identifié comme tel en tout cas. Et je pense que, enfin peut-être que vous connaissez en tout cas pour celles et ceux qui sont situés sur Paris, c'est Zone Sensible. Zone Sensible qui est située donc, dans un monde très très urbain, en Seine-Saint-Denis. Et donc ici, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de production d'art et de nourriture. En fait, c'est un lieu qui existe depuis 2018 et qui est le fruit d'un partenariat entre la ville de Paris et l'association Le Parti Poétique, pas politique, mais un parti poétique. Et ensemble, ils décident de réinvestir la dernière ferme maraîchère du 19e qui est en banlieue parisienne parce que voilà, ils sont dans une démarche de limiter l'artificialisation des sols et quelque part de faire un lieu où on va garder la ferme maraîchère en activité. Et aujourd'hui, en fait, on a plus de 250 variétés qui sont cultivées, de fruits, de légumes. Et donc, on a aussi un lien qui est fait avec l'alimentation. Donc, en fait, le lieu devient à la fois un lieu de production de nourriture, mais aussi de manière un petit peu plus éducation alimentaire. On a l'école du bien manger qui se crée, donc avec voilà, des cours de cuisine qui sont donnés. Il y a des cuisines du monde. On est quand même dans un lieu qui est très, très, très multiculturel. Donc, on a toute une dimension éducative, de visite du site, de liens humains qui se créent autour de l'alimentation, autour de la cuisine. Et donc, tout ça au milieu d'une zone qui est quand même très artificialisée. Donc, c'est assez intéressant et ça propose vraiment quelque part quelque chose une sorte de bol d'air autour du vivant. Et donc, c'est une expérience aujourd'hui qui suit toujours son cours. Donc, voilà, à suivre si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Donc là, je vous ai présenté un petit peu 3 initiatives phares de la cartographie des récits. Évidemment, il y en a 20 autres à découvrir et on vous partagera bien sûr le lien, Christophe, je pourrais même vous le mettre dans le chat tout à l'heure pour que vous puissiez vous-même vous perdre, naviguer un petit peu dans cet outil-là. En tout cas, voilà, l'objectif de cet outil, c'était vraiment de montrer que activer les arts et la culture, ça permet de créer de nouvelles dynamiques de coopération sur un territoire, mobiliser ce qui fait culture, faire évoluer les imaginaires, rendre la transition la plus désirable possible et puis mobiliser tous les citoyens dans cette dynamique-là. Donc quelque part, finalement, surtout par les temps qui courent aujourd'hui, c'est de se dire est-ce qu'il faudrait pas, est-ce que plus que jamais, il ne faudrait pas donner sa juste place, redonner sa juste place à la culture dans notre société et même redéfinir nos politiques culturelles pour les mettre au cœur finalement de nos enjeux. Voilà.
Et merci pour votre écoute. Waouh, un grand merci, Alma, c'est super. Ben, tu peux laisser une diapo avec la cartographie des récits, si tu veux. Ouais, Et carrément. puis, mais j'invite à la limite chacun à rallumer sa caméra, si ça vous dit. Comme ça, on peut papoter plus tranquillement. J'ai cru comprendre, je me permets, hein, je lance les hostilités, j'ai cru comprendre que c'était donc à destination des élus, des agents. Ouais. Comment ça se passe justement pour rentrer en contact avec eux? Parce que c'est un autre boulot que de faire tout ce répertoire d'initiatives. Comment vous fonctionnez du coup sur ce lien avec ces acteurs-là du territoire? Alors, donc nous, ce projet-là, donc la Fabrique des récits, c'est un programme qui est soutenu par l'ADEME depuis 5 ans. Et le projet La cartographie des récits, c'est une sorte de nouvelle flèche à notre arc de la fabrique, puisque l'ADEME, vous le savez certainement, soutient souvent les nouveaux projets. Donc, elle ne va pas soutenir plusieurs fois un projet existant. Donc, nous, c'était dans l'optique de pérenniser la fabrique des récits qu'on avait aussi rajouté cet axe cartographie des récits. Et donc, pour solliciter le soutien de l'ADEME, en fait, on est vraiment parti de la fameuse plateforme Élus pour agir qu'on avait identifiée, qui était sur le volet très technique. Et on a proposé à l'ADEME de rajouter le volet plus culture, justement, inspiration. Et en fait, donc ça a marché. Et aujourd'hui, notre outil, il est sur le site, la plateforme Élus pour agir. Donc en fait, nous, aujourd'hui, on n'a pas accès à cette plateforme puisqu'on n'est pas les personnes qui la gérons, mais par contre, on a fait en sorte que les élus puissent avoir accès. Et bien sûr, l'objectif, c'est qu'on puisse, à terme, dans les discussions qu'on a avec Élus pour agir, éventuellement faire une présentation à l'ensemble des élus qui font partie de ce réseau-là. Ça, c'est pour vraiment l'origine. Dès son origine, on a essayé de penser l'outil pour qu'il soit directement sourcé quelque part à disposition des élus. Évidemment, il est aussi disponible sur le site de l'ADEME Communication Responsable, où par ailleurs, les élus ont aussi accès, enfin n'importe qui d'ailleurs peut y avoir accès. Après, nous, aujourd'hui, on est intervenu aussi dans un webinaire. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau des élus à la culture au niveau des départements qui s'appelle CultureCo. Donc, on a des liens avec CultureCo très importants parce qu'ils sont aussi à l'origine de toute une réflexion d'un ouvrage qui s'appelle Pour une culture des transitions, où justement ils mettent la culture au centre. Donc nous, on a beaucoup travaillé avec eux au niveau de la réflexion. Et d'ailleurs, vous pourrez trouver sur le site de la cartographie des récits le plaidoyer qui est justement écrit par un des auteurs du livre Pour une culture des transitions. Le nom m'échappe, mais je vais vous le retrouver tout de suite. Et donc, on a fait un webinaire, pas plus tard que la semaine dernière, où on a pu présenter l'outil, faire un petit atelier pour justement des élus là plutôt à la culture, pour leur montrer que la culture peut être transverse et pas seulement se limiter voilà, aux enjeux artistiques de création, mais que ça peut venir servir des projets de transition sur un territoire. Et puis après, c'est un travail de diffusion, d'être dans les réseaux, justement, les newsletters, la presse, on va dire, professionnelle, c'est être présent au Salon des maires. Enfin voilà, il y a plein de façons différentes de porter cet outil-là. Mais voilà, c'est un travail de long cours, quoi. Maintenant qu'il existe, il faut le diffuser, c'est sûr. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Christophe. Si, carrément, je comprends beaucoup mieux. C'est même le lien avec ces élus et ces agents qui a lancé le projet, quoi, en fait. C'est pour répondre à ce projet que oui, c'était pas un besoin. En fait, ça n'avait pas été identifié comme tel, comme un besoin. C'est plutôt nous qui nous sommes dit, en fait, c'est hyper important cette dimension-là. Et si on passe à côté de ça, on peut risquer en fait de pas réussir la transition, quoi. Si on n'a pas les citoyens qui sont embarqués, si on n'a pas, on transforme pas profondément en fait notre culture et notre système de valeurs, effectivement, on aura beau mettre en place toutes les réglementations qu'on veut, on va pas
on réussira pas à avoir l'adhésion. Après, l'objectif, c'est pas non plus d'avoir l'adhésion, on va dire, aveugle des citoyens. Mais c'est plutôt, il faut faire attention aussi dans la façon dont on utilise, bien sûr, ces choses-là. Est-ce que c'est Raphaël Besson, le nom que tu cherchais? Oui, c'est ça. Merci. Je connais pas du tout, mais c'est en faisant des recherches que je tombe dessus. Il y a eu une question de Charles pendant que tu parlais. Oui, c'était est-ce qu'il y a un site qui regroupe toutes les propositions d'EQDD? Mais je sais plus ce que c'est EQDD. C'est le programme Enquête de demain, le fameux programme qu'on a avec les journalistes sur la presse quotidienne régionale. Alors, on n'a pas de site en tant que tel qui reporte au MeToo. Par contre, je pourrais te partager au groupe éventuellement. On a une sélection parce qu'en fait, il y a autant. En fait, c'est un pot commun d'articles. Donc, en fait, il y a vraiment plein d'articles et chaque presse quotidienne, enfin, en tout cas, Le Républicain, voilà, les différentes presses, récupèrent les articles qu'ils souhaitent. Donc, par édition, il y a autant de suppléments possibles que de journal possible. Donc, ça fait beaucoup. Par contre, on a quelques exemplaires de journaux un peu qu'on a trouvé particulièrement intéressants par édition. Donc, c'est ça que je pourrais éventuellement te partager. Bah, carrément, ouais, c'est hyper intéressant parce que je me demandais si voilà, il fallait aller voir sur chacun des magazines ou des journaux pour retrouver l'ensemble ou s'il y avait quelque chose qui était centralisé parce que je sais que c'est quelque chose qui a aussi beaucoup de valeur, ce travail de terrain et de le centraliser. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent aussi à ça. Bien sûr. Bah, en fait, pour l'instant, c'est vraiment des liens, tu vois, des liens vers les éditions qu'on a répertoriées. Donc, on en a 6 ou 7, donc je peux te partager avec plaisir. Ok, trop bien. Et après, je me suis demandé le travail de vous, Spark News, c'est un travail finalement d'organisation de cette coalition, de ces différents titres, de ces différents groupes de PQR. C'est ça. Est-ce que et ensuite le travail journalistique, c'est eux qui vraiment allaient, ou c'est vous qui les nourrissiez de ce que vous connaissiez, ou c'est eux qui allaient chercher les projets, les initiatives? En fait, il y a plusieurs choses. Nous, effectivement, donc, les éditions ont chacune une thématique. Et donc, il y a tout un travail de sourcing qui est fait par nos équipes. Donc, c'est aussi pour ça qu'on avait ces compétences-là pour la cartographie des récits, quelque part, d'aller identifier les acteurs phares et de faire remonter des initiatives. Et donc, nos équipes ont identifié plein d'initiatives en lien avec la thématique, mais c'est juste l'identification des sujets. Ensuite, c'est des propositions aux journalistes. Les journalistes peuvent choisir de piocher un sujet et de creuser le sujet, mais le travail journalistique est fait par eux. Ou de s'inspirer de certains sujets pour aller voir si dans leur territoire, il y a des choses similaires qui existent. Ou tout simplement de contacter les personnes concernées, mais de creuser sur un autre projet qui aurait été mené. Enfin voilà, c'est assez libre. En tout cas, les articles et tout le travail journalistique, il est fait bien sûr par les journalistes. Parce que nous, dans tous les cas, toutes les démarches qu'on a auprès des différents acteurs, on ne se met jamais à leur place. On n'essaye jamais, la culture notamment. On a tout le travail d'écran d'après que tu connais bien, avec ces guides justement pour aider à dépasser les automatismes d'écriture, etc., et proposer des nouveaux imaginaires. Bon, on ne se met jamais à la place en fait des acteurs concernés. On essaye plutôt de leur donner de la matière à partir de laquelle ils peuvent ensuite justement faire leur métier, leur travail, et ils sont bien meilleurs que nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Damien, je vois que tu essayes d'allumer ton micro, non? Toi qui as toujours des soucis pour l'allumer. J'ai une petite question sinon. Ah super, vas-y. Je me demandais si... alors j'ai compris qu'il y avait encore un certain nombre de projets qui étaient dans les cartons et qu'il fallait mettre sur le site web. Donc ça, j'imagine que c'est quelque chose qui va se faire au fil du temps, en fonction de votre bande passante. Et après, du coup, est-ce que c'est une initiative qui, au-delà de cette cinquantaine de projets, est-ce que c'est une initiative qui
continue, c'est-à-dire que vous continuez à identifier des projets pour les mettre sur cette cartographie, ou comment ça marche en fait? Comment ça va vivre en fait ensuite? Et c'est Comment ça super, bravo pour la présentation et bravo pour le boulot, c'est vraiment chouette. Avec plaisir. Bah, j'espère que ça a été clair et intéressant. Mais en fait, cette question-là, elle est tout simplement et malheureusement liée à des enjeux financiers parce que nous, on reste une entreprise et forcément, le temps passé par les équipes, qui est un temps assez important parce que vraiment, ça nous a pris du temps d'avoir tous ces échanges, ces entretiens, ces relectures. Parce qu'évidemment, on a tout fait relire aussi par les porteurs de projets parce qu'on ne voulait pas, bien sûr, dire n'importe quoi. Ça prend du temps et aujourd'hui, cette V1, cette sorte de première version, on a pu la financer avec les soutiens de l'ADEME. Mais comme je disais au début, l'ADEME ne refinance pas des projets existants. Donc là, on est en discussion avec l'OFB pour voir si, parce qu'en fait, on a beaucoup d'initiatives en lien en fait, avec des enjeux de biodiversité, mine de rien. Donc voir s'ils peuvent aussi nous soutenir dans la suite de ce projet-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, en fait, tant qu'on n'a pas de financement sur cette cartographie, on est un petit peu au point mort. Donc, on a sourcé ces 50. On espère vraiment pouvoir continuer. Mais voilà, ça dépend de choses C'est lié à des très, financements. D'accord, ouais, je comprends. Ou alors à ce qu'il y ait une espèce d'effort collectif qui soit fait, mais c'est pas évident parce qu'il y a une méthodologie, j'imagine, que vous avez mis en place pour sourcer, qualifier, faire passer les entretiens, tout ça. Donc c'est difficile de passer à l'échelle sur quelque chose qui serait sur un effort communautaire, c'est pas évident, j'imagine. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part, effectivement, le passage à l'échelle et la méthodologie. Et après, pour moi, il y a la qualité aussi des initiatives identifiées. Et je ne suis pas sûre que voilà, viser 200, 500 initiatives, ça permette vraiment. Enfin, je préfère, moi en tout cas, en ayant porté ce projet, je me dis que je préfère avoir 70 initiatives hyper pertinentes plutôt que une centaine qui finalement avec des choses plus ou moins abouties. Je ne sais pas si enfin, je me questionne aussi sur le nombre d'initiatives qui peut figurer véritablement. Ouais, je comprends. Ok, cool. Et petite question subsidiaire. Du coup, moi j'avais été voir la pièce de Samuel Valendy, là, on y avait été avec Landia là aussi, qui s'appelait Coupure. Ouais. Et je me demandais si Coupure avait été quelque part initié un petit peu par une partie de ce travail, parce qu'effectivement, dans Coupure, on voit bien qu'il y a des enjeux très locaux et qu'il y a une lecture du territoire qui semble bien faite et qui semble venir des territoires. Donc, je me demandais s'il y avait eu un lien. Alors, il n'y a pas forcément de lien dans le sens où Coupure existait bien avant que nous, on fasse tout ce travail avec la cartographie des récits. En revanche, je pense que ça a été une source peut-être inconsciente, mais d'inspiration, parce qu'on a eu l'occasion de la voir, cette pièce qui est vraiment géniale. Et de nourrir en fait toute cette réflexion qu'on avait déjà sans avoir vraiment posé les mots dessus, que la transition vient des territoires, ça c'est sûr. Et donc pas de lien direct, mais voilà, une inspiration, c'est sûr. Et après, les petites coupures, parce que voilà, la pièce, à chaque fois, il y a la distribution des petites coupures qui permettent voilà, de venir ensuite faire vivre des commerces locaux, bio, ou en tout cas qui sont engagés sur ces enjeux-là. Ça fait partie des initiatives, enfin, en tout cas, on l'avait référencé dans les 50 initiatives complémentaires. On s'était dit que c'était un bel exemple d'initiative qui pouvait figurer dans la carto, même si elle n'a pas fait partie des 23 qu'on a identifiées comme vraiment étant extrêmement pertinentes pour y faire figurer. Ouais, l'initiative était sympa. Ouais. Ok. Si jamais il n'y a pas d'autres questions sur la cartographie des récits, peut-être que tu pourrais donner un aperçu, un avant-goût de ce sur quoi vous travaillez, pour lequel vous avez pour le coup des financements, et qui sera présenté à Avignon, dont tu m'avais parlé rapidement. Oui, donc c'est le programme Création et Vivant.
Création vivante, ça fait 2 ans que c'est dans les tuyaux parce que c'est le fruit de plein de discussions avec le ministère de la Culture et l'Office français de la biodiversité. Donc en fait, le programme, il est parti un petit peu d'un constat qui est celui de dire que en fait, les enjeux de climat étaient abordés dans le spectacle j'arrive plus à parler, je suis désolée, ça fait les enjeux climat donc étaient assez abordés dans le secteur du spectacle vivant par voilà, le théâtre, la danse, la musique. Enfin, ça commençait vraiment à être pris en considération. Il y avait pas mal de choses qui se structuraient autour de ça, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, bien sûr. Mais que le risque, c'était que les enjeux vivants, biodiv, passent un petit peu à la trappe de tout ça. Alors que le spectacle vivant, déjà parce qu'on parle de spectacle vivant, donc ce qui arrive à l'instant T, et ce qui, voilà, c'est le spectacle vivant, c'est pas du numérique, quoi, c'est ce qui se passe maintenant. Et puis parce que ça va utiliser le corps humain, on va être voilà sur toute notre matérialité physique, et puis parce que potentiellement on va aussi se situer dans des milieux extérieurs, je pense aux festivals, etc. Donc des liens avec la biodiversité, l'espace de manière générale. Donc on s'est dit, ce serait dommage que les enjeux vivants passent un peu à la trappe ou en deuxième temps par rapport aux enjeux climat, alors qu'ils sont hyper complémentaires et que le spectacle vivant a vraiment un rôle à jouer au niveau de ça. Et donc on est allé chercher, enfin en tout cas avec le ministère de la Culture et l'OFB, donc on cherche à travers ce programme à renforcer la prise de conscience et à accompagner l'engagement des acteurs du spectacle vivant, essentiellement des artistes, donc on est encore sur la création, on est vraiment sur le contenu des œuvres, à intégrer le vivant dans leur processus de création, en ayant en compte bien sûr l'impact environnemental, mais surtout l'impact sensible. Et notre objectif, c'est de faire de ces différents acteurs-là des passeurs du vivant, des passeurs et des passeuses du vivant, au sein des événements et des rencontres professionnelles. En gros, on cherche de manière interdisciplinaire, théâtre, à la danse, aux arts de la rue, à la marionnette, au cirque, à la musique, à venir faire porter cette vision-là, cette sensibilité-là à des artistes pour qu'ils puissent les diffuser de pair à pair. Et donc, comment on matérialise un petit peu tout ça on avait 4 étapes structurantes. Donc, déjà, on a mené une enquête auprès de toutes les structures culturelles labellisées, soutenues par le ministère de la Culture. Toutes les structures culturelles ne sont pas systématiquement soutenues par le ministère. Donc là, c'était essentiellement celles qui étaient soutenues par le ministère, pour évaluer l'appétence, la sensibilité au vivant qu'avaient les artistes. Donc un rapport d'enquête, je pourrais éventuellement le partager à la fin, qui existe aujourd'hui, qui fait 72 pages et qui justement permet de chiffrer, de mettre un petit peu du qualitatif et du quantitatif sur le rapport au vivant de ces acteurs-là. Donc dans leur rapport personnel, leur rapport au vivant dans les œuvres, la façon dont ils se sont eux-mêmes inspirés du vivant dans leur processus de création, et puis les coopérations qu'ils mettent en place autour de ces enjeux-là au sein de leur structure. Ça, c'est la première étape. Cette première étape, elle nous a permis de structurer une grande journée qu'on a organisée le 30 avril au Musée de la Chasse et de la Nature, où l'objectif, c'était de venir catalyser toutes les réflexions en cours sur ce sujet-là, pour venir identifier des voies possibles de création qui fassent émerger une autre culture du vivant. Donc on avait toute la matinée qui était rythmée par des interventions. On a eu Jean-Philippe Pierron, qui est un philosophe. On a eu Gilles Boeuf, qui est biologiste. Je dis des noms que vous connaissez peut-être. Frédéric Aitouati, côté théâtre, qui est une metteuse en scène, une chercheuse au CNRS, qui se questionne beaucoup sur ces enjeux-là, qui a beaucoup travaillé avec Bruno Latour. On avait Chloé Latour. Et on avait Jérôme Bell, qui est chorégraphe que vous connaissez aussi peut-être, et Chloé Latour, du coup, qui est metteuse en scène metteuse en scène avec le S Collectif. Donc voilà, je vous enverrai les infos éventuellement. Et donc ça, c'était la matinée. L'après-midi, on a fait plein d'ateliers de coopération, des groupes de travail qui mêlaient justement les différentes disciplines.
avec en tout une soixantaine de participants qu'on avait pu identifier grâce à l'enquête, mais aussi qu'on avait nous-mêmes pu identifier comme particulièrement engagés sur ces enjeux-là et portant déjà dans leur création cette sensibilité. Et on a réfléchi tous ensemble à plein de questions qu'on pouvait se poser, justement pour intégrer ou porter une attention particulière aux vivants dans les processus de création. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de voies d'entrée possibles, à la fois des entrées par le propos qui est porté par notre œuvre, des entrées par la façon dont on va explorer les dates d'exploration dans lesquelles on va se mettre à l'égard du vivant, mais aussi au niveau de la conception, bien sûr, comment s'assurer qu'on se mette en tout cas cette contrainte environnementale et comment vivre cette contrainte-là. Enfin, voilà, donc plein de questions qu'on s'est posées. Et l'objectif de ces ateliers de coopération et ensuite d'ateliers qu'on a menés dans un second temps avec les plus engagés, les plus convaincus, ça a été de faire émerger un outil, un référentiel, une grille de questionnement, justement, qui puisse être utilisé par les artistes du spectacle vivant pour accompagner leur processus de réflexion, de création et porter cette attention particulière aux vivants. Et donc là, ce qu'on va faire à Avignon, ce sera... Donc là, on est dans cette phase-là de rédaction, on est en train de pondre cet outil. Et progressivement, on va le diffuser, donc notamment à Avignon, comme le disait Christophe, le 20 juillet prochain, où on va présenter l'enquête, on va présenter l'outil, et on va avoir des témoignages de différents passeuses et passeurs du vivant, donc les personnes qui ont participé à cet événement, à ce processus de réflexion, pour justement qu'ils puissent en parler de pair à pair et diffuser cette autre culture du vivant. Voilà globalement. Et en fait, ce travail qu'on a fait de référentiel, de grille de questionnement, c'est quelque chose qu'on a déjà éprouvé. J'en parlais rapidement, mais dans le cadre de notre programme L'écran d'après, on a accompagné le secteur audiovisuel, cinéma et jeux vidéo avec le même procédé, le même processus, donc les fameux guides de l'écran d'après, qui sont aussi accessibles en open source, tout est accessible en ligne, où on propose des outils qui permettent justement d'écrire, produire et diffuser des fictions, des jeux vidéo, des films, des séries, plus inclusifs et plus durables, sans contraindre la créativité. Donc, avec cette processus de maïeutique, de bonnes questions à se poser qui n'attendent pas de bonnes ou de mauvaises réponses, de venir se mettre dans un état de réflexion et de prendre conscience, en fait, assez naturellement, de potentiellement ces automatismes, ces biais, mais aussi d'enrichir tout simplement sa créativité. Encore une fois, sans être moralisateur, sans jugement. Enfin voilà, on a beaucoup travaillé du coup dans la co-construction avec les professionnels pour faire très attention sur la façon dont on écrivait ces outils. Trop chouette. Et franchement, un grand merci Alma pour toutes ces explications, toutes ces présentations. Ça fait déjà 1 heure et 2 minutes. Du coup, j'ai peur qu'on fasse une vidéo trop longue. Du coup, si ça va à tout le monde, est-ce qu'il y a d'autres questions au cas où, ou est-ce que ça vous va si on arrête pour ce soir? Est-ce que toi-même, tu as quelques questions à ces shifters de la culture ou tout va bien pour toi? J'aurais voulu qu'on puisse faire un tour d'écran à un moment parce qu'il y a quelques personnes. Vous voulez bien allumer vos caméras, les amis, si vous êtes là? Bonsoir Alba. Bonsoir. Merci pour ta présentation. Avec plaisir. Bon, j'espère que voilà, c'était... Bonjour. Et bonjour Amaury. Bon, ravie d'avoir pu présenter ça devant vous et de vous voir du coup. Et puis, beaucoup de mecs, hein, c'est un peu ça craint, hein, mais d'habitude il y a quand même plus de filles, mais là, c'est mal. C'est pas très équilibré, là, c'est clair. On se bat, les shifters, on se bat pour la parité, tout ça. Et du coup, ça équilibre. J'ai l'impression que chez Spark News, il n'y a que des filles, non? Je me trompe? Oui, on est... Ouais. Mais c'est bien. Question au cas où, si on peut rajouter 3 minutes. Ouais, vas-y Damien, bien sûr. Parce que là, j'ai regardé, il y a des questions. Enfin, je suis arrivé en cours, donc j'ai pas forcément tout vu. Merci pour la présentation et puis les différents projets. Mais est-ce que vous avez des liens, par exemple, avec le polo qui mène le
Parlement de Loire avec Camille de Toledo et tout son truc sur les rivières, parce que la libération des rivières. Et par ailleurs, comme vous êtes intervenu au musée de la chasse avec Coal, qui a fait pas mal. Alors, je sais pas si vous êtes en conflit, en concurrence, Pas du tout. en collaboration. Mais je dis ça juste parce qu'effectivement, quand on voit parce que moi je travaille aussi sur les territoires ruraux et j'essaye de bouger les élus, et c'est vrai qu'en fait il y a plein d'initiatives un peu partout, mais ça fait pas masse. Ça fait pas, on n'a pas l'impression qu'il y a un mouvement. Alors que par exemple, sur toute la question des rivières, ou même des droits de la nature, avec tout ce que font le Parlement de Loire et compagnie, quoi, là ça fait masse. Alors j'ai bien compris que vous, il faut avoir relecture, etc. Donc vous ne mettez pas en ligne. C'est beaucoup de travail pour mettre en ligne. Mais c'était juste pour savoir si vous avez des liens avec eux ou si. C'est une super bonne question. Et en fait, nous, dans tous les cas, tout ce qu'on fait, c'est en complémentarité avec l'existant. Et évidemment, on n'est pas du tout dans une logique de concurrence ou quoi que ce soit. On connaît très bien Mode Le Floc et on adore la plateforme du polo Arteplan. Je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais référence, Damien. Mais en tout cas, ils ont référencé eux. Alors je ne sais plus combien ils en ont, mais ils ont 200, 500 initiatives. Enfin, c'est plus large que ce que nous, on a proposé en termes de... Nous, on est un peu plus spécifique, on va dire. Mais tu vois, Maud était présente au lancement de la cartographie des récits. Elle a pris la parole. Enfin, en fait, on a conscience du côté, pas forcément de création vivant, mais du côté, on va dire, de la cartographie des récits, qu'il y a plein d'acteurs qui gravitent sur ces sujets. Donc, je parlais de Culture Co, le polo, bien sûr, ce qu'on a fait avec la cartographie des récits, mais aussi donc Élus pour agir, mais aussi France Ville, les territoires durables. En fait, il y a plein d'acteurs qui se saisissent de ce truc-là. Bipolar aussi, je ne sais pas si tu connais à Montpellier. Ils font des choses vraiment très intéressantes. Et donc, il y a besoin d'un mouvement. Et en fait, ce qui était chouette, c'est que ce moment de lancement de la cartographie des récits en février, c'est un moment où tous ces acteurs-là qui se connaissaient plus ou moins se sont réunis. Ce qui n'était pas forcément arrivé de manière aussi, on va dire, forte avant, si j'ose un peu dire ça. Et donc, on est vraiment sorti de cet événement en se disant, OK, il faut maintenant qu'on fasse ensemble et qu'on soit vraiment... on n'attaque pas le sujet de manière éparpillée, mais vraiment avec de la force, de manière vraiment collective, quoi. Donc ça, c'est un premier truc. Et pour Création et Vivant, tu parlais de Coal. Coal, Laurent Germont, qu'on connaît très bien aussi. On est en complémentarité totale avec ses actions, d'autant plus qu'elle est plutôt... elle travaille plus sur le secteur des arts visuels. Alors que Création Vivante, c'est plus spectacle vivant, mais en fait, on fait globalement de manière différente, mais on est sur les mêmes enjeux. Et donc, évidemment, l'objectif, c'est d'être en collaboration. Donc, on se parle, on communique, on se partage. On leur a partagé, ils ont un projet qui s'appelle VIF, où justement, ils vont un peu avoir le même objectif côté art visuel de ce qu'on a fait pour Création Vivant. Donc, on leur a partagé notre méthodologie. Enfin, voilà, on est vraiment dans de la transparence à ce niveau-là. Ok, cool. Ah, c'est très bien parce qu'effectivement, ça part un peu pas dans tous les sens justement, mais il y a plein d'initiatives. Effectivement, l'intérêt, c'est peut-être à long terme de montrer, ou même court terme, de montrer que ça fait masse et que ça part, que c'est un vrai mouvement, quoi. Surtout pour contrer le backlash écologique, pour le dire vite, qui a lieu et qui a aujourd'hui les médias avec lui, quoi. Pour le dire très vite. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Bon, merci Alma encore une fois. Avec plaisir. Très bonne soirée. Merci beaucoup encore. Bonne soirée. À Avignon alors. Merci beaucoup. Et oui, à Avignon, j'espère. Ouais, j'espère aussi, ouais.